c'est matériellement impossible de dire des choses aussi intelligentes que la somme de connaissances qui sont couchées sur ces 5 pages. C'est excessivement important de savoir ce qu'on va faire des données de santé. En clair, on va pouvoir suivre un patient de manière longitudinale, avec une prise en charge pluriprofessionnelle, pour revenir sur ce qu'on dit. Et dans ce cadre-là, on a un problème parce que les données n'appartiennent pas aux professionnels, mais appartiennent aux patients. Donc comment est-ce qu'on imagine tout cela? Les données de santé versus la formation. C'est ce point-là. Parce qu'en fait, là, on parle de financement et d'incitation. C'était un peu l'angle qui a été pris et je pense que c'est nécessaire, enfin c'est bien. Je pense pas que ce soit suffisant. C'est-à-dire, je pense que l'accompagnement au changement pour permettre de générer l'usage, c'est ça qui va permettre de vraiment transformer et avoir l'adoption. Complètement d'accord. Et donc en fait ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un mécanisme incitatif uniquement pour déclencher, de le faire aussi par l'usage. Et en fait on parle beaucoup d'outils, mais en plus des outils, l'accompagnement au changement pour l'adoption de ces outils, c'est ça la clé en fait. S'il n'y a pas d'usage, il ne se passe rien. Le DMP, il n'y a pas d'usage. Méthodologies de projet. C'est pour ça que l'usage s'est bien passé quoi. On est très critique par rapport au contenu de la première année commune aux études de santé, de la PACES. Ça c'est clair que le contenu est uniquement là pour discriminer les étudiants et les départager entre eux. On est très critique par rapport au contenu des référentiels qu'on a durant le second cycle qui ont été inflationnistes au niveau des connaissances. Mais ça, justement, on arrête et on a des nouveaux référentiels en 2019. Mais par contre, au niveau de la deuxième et troisième année, au niveau des connaissances socles de nos premiers cycles, on est vraiment sur quelque chose qui est basique et nécessaire, quoi. On n'approfondit pas trop. Et c'est ce qui nous permet aussi après de choisir la spécialité. Exactement. Et on ne peut pas restreindre les premières connaissances sans après dire vous pouvez avoir accès à toutes les spécialités lors de votre passage. Mais par contre, bien comprendre les mécanismes de base, quels qu'ils soient en physiologie, en biologie cellulaire, etc., c'est quand même absolument essentiel parce que c'est là-dessus que va se construire toute la pathologie. Encore une fois, la réduction imaginée n'est pas nécessairement au détriment de connaissances utiles. Comprendre la pharmacologie, c'est que autrement le médecin deviendra simplement, c'est un risque, de recettes qui lui seront données par des gens qui eux auront pensé sur la base des connaissances scientifiques. Mais parce que quand on forme un médecin, on forme le médecin qui va exercer, donc la personne médecin, mais en même temps on forme tout un métier. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Tadé, il y a vraiment une culture professionnelle, une culture collective qui va être extrêmement importante pour résister justement à tout ce qui nous attend avec l'IA ou tous les projets technologiques. C'est-à-dire souvent seul, on ne va pas pouvoir faire la critique d'un algorithme parce qu'on est un peu démuni, mais collectivement, et s'il y a eu justement une formation suffisante de l'ensemble des individus de la collectivité, il se crée à ce moment-là une culture collective qui, elle, permet d'avoir une... Mais c'est très Sachant que ça important. renvoie quand même à la nécessité pour l'IA dans ces cas-là de sa validation scientifique, de sa robustesse en amont, qui fait que du coup on n'est pas obligé de la réinterroger à chaque fois qu'on l'utilise. Peut-être pas à chaque fois, mais... vous ne redémontrez pas, patient, l'efficacité d'un médicament et son AMM à chaque fois que vous le prescrivez. Vous considérez qu'il a été évalué. Bien sûr, mais en fonction de chaque patient, son vécu, Oui, on va pouvoir se dire, là, l'IA a donné une réponse, mais ce patient-là, il a un vécu qui est différent par rapport au modèle qui a été inclus dans l'IA, et donc du coup, notre démarche diagnostique ou thérapeutique sera différente. Moi, j'ai une petite question. Moi qui suis plutôt à l'autre bout de ma carrière professionnelle, c'est comment vous voyez dans votre métier le maintien, l'entretien de vos connaissances et de vos compétences. Comment vous voyez... C'est super important là-dessus. Mais alors, comment vous verriez les choses? Je pense que ça devrait être inhérent à notre métier, à nos métiers de santé, qui, comme on le dit, changent tout le temps, d'avoir une formation qui est tout au long de la vie. Et je pense que là-dessus, comme vous disiez, on a énormément d'efforts à faire. La deuxième table 6, donc le développement du cursus complémentaire de formation continue. Le point qui a été vraiment abordé, c'était que la formation continue devait être axée sur les connaissances, mais également sur les compétences et les usages des nouveaux dispositifs qui vont être mis en place et arriver, notamment tous les objets connectés comme les point of care, etc.
Donc ça va passer par la question des comment nous allons former les nouveaux professionnels de santé. Est-ce qu'on reste sur un système numérique qui peut être déjà, qui est déjà également mis en place? Donc ça peut être utile pour les professionnels qui n'ont pas forcément accès au DPC proche de chez eux. Mais on a trouvé quand même une limite assez moche justement où tous ces outils numériques pour utiliser en fait en pratique les nouveaux outils. L'autre point qui a été abordé, c'était plutôt le contenu de ces DPC. Il faut qu'il y ait un plan de formation pour que vraiment les professionnels sachent où axer leur formation, et puis également les formateurs aient des guidelines en fait qui soient recourus. On a également, on a un chiffre qui est qu'aujourd'hui il y a actuellement 2000 organismes de DPC qui sont disponibles, donc c'est quand même assez impressionnant. Du coup, la question était que ces organismes devaient être finalement évalués pour voir si les niveaux de compétences donnés et le niveau de compétences qui est requis et recommandé, et puis pour pouvoir évaluer également derrière les actions qui sont faites au sein des professionnels, est-ce que ça leur a été bénéfique ou non. Voilà, j'espère avoir... On a une autre chose, c'était sur qui peut être formateur. Donc effectivement, il y aurait les professionnels de santé, mais l'idée, ça a été également de, pourquoi pas, faire des partenariats avec d'autres universités, avec des écoles d'ingénieurs, pour pouvoir développer en fait les compétences sur d'autres thématiques. Ça peut être le big data, ça peut être le numérique, mais en général. Et il faut également donc faire attention à la non-pertinence en fait des DPC ou des formations qui pourraient être données par les différents organismes. Voilà. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Colloque sur la santé, quel était le thème? Alors le thème c'était l'évaluation de l'impact des disruptions technologiques sur les professionnels de santé. Et qui est organisateur? Le plus important. Et donc comment ça s'est déroulé? Explique-moi tout l'historique du processus. Alors tout le process, on a fait des entretiens avec des experts pour essayer de mieux comprendre la problématique, on a lu tout un tas de choses, on a commencé à dresser déjà une première liste de propositions, ensuite on a fait une enquête, on les a mis au débat. Donc on a fait une enquête sur internet, les gens ont pu contribuer, on a eu presque 300 réponses de tout un tas de gens, des professionnels de santé, des gens concernés, des citoyens, des patients, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on a élaboré donc une première version de rapport. On a fait une première version de séminaire pour tester un peu et pour voir un peu comment les propositions étaient reçues. Et là, on a eu le colloque de travail, séminaire de travail, avec autour de 70 participants. Donc il y a eu une première partie qui était des échanges avec une ouverture par le président des doyens d'université de médecine, Jean Sibilia. Ensuite on a eu 3 interventions d'experts et ensuite les gens se sont répartis en groupes de travail. Donc le premier travail, parce qu'il y avait aussi dans la méthode, on a fait une évaluation quantitative de l'impact que ça avait, c'est-à-dire finalement du temps libéré par les technologies pour les différentes professions de santé. Sans préjuger de ce qu'on ferait de ce temps, mais du temps libéré. Et donc, on a présenté le modèle, la méthode, les résultats globaux et les résultats profession par profession. Et il y a eu un échange avec les différentes personnes qui ont pu donner leur avis, les choses qu'ils comprenaient, les choses qu'ils ne comprenaient pas, pour lesquelles ils contestaient éventuellement quelques analyses qu'on avait fait, où ils proposaient des améliorations. Et ensuite, il y a eu un travail en table ronde, où chaque table ronde de 5-6 personnes a examiné 2 propositions du rapport. Il y en a 20 en tout. A examiné 2 propositions du rapport et a fait part de ses commentaires. Et il y avait à chaque fois un membre le plus important qui prend des notes et qui ajustera le rapport en fonction des échanges qu'il y a eu. Alors en clair, les technologies, la révolution technologique, le numérique, quel est son impact sur les métiers de santé? Sur leur formation d'abord. En fait déjà quand on parle de métiers de numérique, il y a l'intelligence artificielle, la robotisation et l'utilisation de la numérisation. Donc c'est des choses qui sont différentes et on a analysé les impacts de chacun de ces thématiques sur les professions de santé. Et en fait ça permet, en fait ça peut être vu comme une menace pour les professionnels de santé. En fait c'est souvent une occasion de faire des choses mieux, d'avoir plus de temps pour faire la partie humaine de son métier, et donc ça peut être des grandes opportunités en fait. En fait, ça libère du temps. Et ça peut libérer du temps. C'est ce qu'on essaie de montrer. Simplement, ce qu'il faut, c'est accompagner les professionnels dans la compréhension, dans l'adoption de ces technologies, dans la familiarisation avec ces technologies. Donc on pense que dès la formation initiale, il faut être capable d'intégrer ces notions, et puis qu'après, dans la formation continue, il faut continuer, et aussi tout le système doit se mettre autour de ça, parce que c'est la médecine de demain et qu'on ne peut pas
Le ministère de la Santé travaille aujourd'hui à une réforme justement des études de santé. Est-ce que les groupes de travail participent à vos travaux? Alors nous, on compte bien participer. L'essence même de le plus important, c'est de poser dans le débat public. Donc c'est évident qu'on va proposer des choses. On a déjà commencé à rédiger des amendements qu'on va proposer dans la loi de santé, qui soutiennent les propositions. Mais après, ce qui est assez amusant, c'est justement de voir que ce même sujet, finalement, il est aussi déjà il a commencé à être pris en compte d'une certaine manière, mais pas en tant que tel en fait. Les réformes des études de médecine, on en parle, mais pas pour adapter au métier du numérique. Donc nous on pense qu'ils ont déjà fait une première étape et qu'on peut les aider à rajouter une deuxième étape sur les sujets qui nous intéressent. Démarche choisie par le plus important, co-construisons. Exactement. Co-construisons avec tous les acteurs du secteur. Donc les syndicats, les médecins, toutes les professions de santé. Voilà. Les réactions des partenaires, des participants? Hyper contents. Hyper contents. Non, mais c'est vrai, il y avait un vrai débat, très ouvert, voilà, et donc on voyait dans la restitution, chacun prenait la parole, s'appropriait la proposition, quitte à la critiquer un peu, enfin vraiment top. Et la suite? La suite, on va intégrer tout ça, faire une nouvelle version du rapport qu'on va resoumettre à tous les participants pour qu'ils puissent éventuellement ajuster, modifier, rajouter des choses. Et ensuite, on va aller le présenter à la ministre et à tous ceux qui peuvent décider et aider à la mise en œuvre concrète de cette proposition. Merci à toi. Merci Claude. La CNIL, notamment dans son rapport de décembre 2017 et le principe de vigilance, le consentement très bien, mais il faudrait être un peu plus proactif, renforcer la traçabilité et prévoir la restitution des données. Et sur la sécurité des données, et je parle en tant que porte-parole, le groupe a dit qu'il faut être vigilant sur le sujet de la souveraineté nationale en matière d'hébergement. Et pour conclure, l'éthique, avant tout, c'est mettre le numérique au service du dialogue entre professionnels de santé et patients. C'est beau.